Bonjour Manis, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Voilà désormais 6 jours que je suis présente à Nice pour la conférence des Nations Unies sur l'océan que la France co-organise avec le Costa Rica. 6 journées riches de rencontres et d'échanges avec des scientifiques, des acteurs économiques et financiers, des ONG, des associations environnementales, des élus de terrain, ainsi que mes homologues venus de tous les continents. 6 journées riches d'enseignement et surtout d'engagement dont nous avons collectivement été témoins. Une dynamique est enclenchée et je peux l'affirmer aujourd'hui, il y aura clairement un avant et un après Nice. L'enjeu désormais, c'est de concrétiser ces engagements et d'amplifier cette dynamique. Je l'avais dit dès mon arrivée, la France n'est pas venue faire des discours à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Elle est venue fixer le cap d'une protection efficace, renforcée et partagée des mers et des océans. La France, avec le président de la République et grâce au concours de l'ensemble des acteurs mobilisés, a fait de cette conférence un tournant. Nous avons démontré que la volonté politique peut rimer avec ambition écologique. Nous l'avons montré dans un monde fragmenté, dans un monde où le multilatéralisme était remis en cause, où la science était remise en cause, où l'écologie était remise en cause. Je le rappelle, le mépris de l'écologie n'est pas une opinion, c'est une faute contre la science, une faute contre l'économie, une faute contre la justice sociale et une faute contre l'intérêt général. Le déni climatique est une arme de destruction massive. Vous me permettrez de faire un premier bilan de ce sommet mondial sur les océans autour des 4 priorités que j'avais détaillées en arrivant. Renforcer la protection de la biodiversité marine, lutter contre la pêche illégale, non reportée, non régulée, lutter contre la pollution plastique et décarboner le maritime. Alors, sur le premier volet, la protection de la biodiversité marine, des mesures historiques ont été prises pour la renforcer. D'abord, le président de la République l'a annoncé, nous avons réussi à recueillir 60 ratifications ou promesses de ratification, ce qui permettra au traité sur la protection de la haute mer d'entrer en vigueur dès l'année prochaine. C'est un succès historique à mettre au bilan de l'UNOC, puisque ça fait des décennies qu'il y a eu des négociations qui ont été entamées, des décennies d'hésitation internationale sur ce sujet. Et c'est majeur puisqu'on parle de protéger 2 tiers des océans dans le monde. Jusqu'ici, finalement, on était en situation que d'en protéger 1 tiers. Et c'est à peu près la moitié de la planète. Au niveau national aussi, nous avons fait des annonces très ambitieuses. Le président de la République a tout d'abord annoncé une stratégie dédiée à la protection des fonds marins de nos eaux hexagonales, que je vous ai présentée dès dimanche. Vous l'avez en tête, nous avons identifié des zones avec les parties prenantes dans lesquelles les fonds marins sont de manière évidente les plus remarquables, les plus vulnérables. Parmi les coraux et coralligères, le maël, les herbiers de Posidonie, les habitats profonds des espèces marines. Et dans ces zones, nous interdisons toutes les activités qui peuvent endommager cette biodiversité exceptionnelle, y compris le chalutage de fond, bien sûr, mais aussi toutes les activités de pêche de loisirs, de nautisme, qui ont un impact sur les fonds marins. Ça sera fait d'ici fin 2026, parce qu'il y a un certain nombre de consultations obligatoires et de textes réglementaires à prendre pour le faire. Nous nous attaquons aussi à l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, c'est les pollutions d'origine terrestre. Et chaque zone de protection forte devra se doter d'un plan de chaque aire marine protégée plutôt contre les pollutions d'origine terrestre. C'est essentiel si on veut renforcer notre niveau de protection des aires marines protégées. De même, d'ici 2028, chaque aire marine protégée continuera travailler sur la protection, une protection renforcée au sein de sa zone et devra définir au moins une zone de protection forte en son sein si elle n'a pas été définie auparavant en fonction des enjeux de biodiversité clés à protéger dans l'aire en question. L'enjeu, c'est de réduire l'ensemble des pressions qui pèsent sur la biodiversité marine. Pas seulement le chalutage de fond, même si c'est une question qui est revenue beaucoup ces derniers jours, dont je rappelle qu'il ne concerne que 3% des eaux maritimes françaises et qu'il est déjà interdit sur 50% des eaux maritimes
hexagonale pour fixer les idées. Cette stratégie, nous la déployons massivement, puisque nous créons aussi de nouvelles aires marines protégées dans nos territoires ultramarins. Les territoires ultramarins, c'est l'essentiel des eaux maritimes que nous avons sous notre juridiction, c'est également l'essentiel de notre biodiversité. Dès fin 2026, les zones de protection forte dans nos eaux hexagonales représenteront 4% versus 0,1% avant l'UNOC, qui est une multiplication par 40. Au total, en intégrant les zones renforcées ou les extensions et les nouvelles zones dans les territoires ultramarins, cela représentera 14,8% des eaux françaises, soit près de 3 fois plus qu'au démarrage de l'UNOC. Pour la très grande majorité de ces zones de protection forte, nous serons même en protection stricte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'activité humaine autorisée dans ces eaux. C'est notamment le cas de la plus grande aire marine protégée en protection stricte du monde, qui a été annoncée par le gouvernement polynésien avec notre support de 900 000 km², ou la zone qui a été annoncée en mer de Corail au large de la Nouvelle-Calédonie, ce qui nous permet de dire que nous avons post-INOC plus de 78% d'aires marines protégées, plus de 10% de protection stricte. Je pense que ce sont des chiffres raisonnables et qui permettent de se comparer favorablement au plan international, qui ont d'ailleurs surpris certains. Nous atteignons d'ores et déjà nos objectifs européens de protection de nos eaux territoriales et nous continuerons à progresser à mesure que les travaux que j'ai indiqués, notamment les analyses risque-pêche, mais également tout le travail de réduction des pollutions telluriques, tout le travail de mise sous contrôle de la pêche de loisirs, tout le travail de restriction des mouillages pour les bateaux se déploie. Par ailleurs, nous allons non seulement classer les zones, mais nous nous engageons aussi pour faire reconnaître leur niveau de protection à l'international. Vous savez qu'il y a des autorités internationales qui font référence, je pense évidemment à l'UICN. Et moi, je souhaite que nos parcs nationaux et nos réserves naturelles soient reconnus par l'UICN. Certains sont déjà labellisés, mais ça n'a pas été une démarche scientifique, n'a pas été une démarche systématique. Et donc, sur les parcs qui dépendent directement de notre autorité, parcs nationaux et réserves naturelles, je vais engager cette démarche et j'inciterai les autres aires marines protégées à l'engager. C'est une façon d'être transparent, exemplaire et progresser, puisque vous vous placez sous le regard d'une autorité qui a une vision des meilleures pratiques dans le monde. Donc c'est vraiment un exercice pour ceux qui l'ont fait en France. Encore une fois, nous avons plusieurs aires marines protégées labellisées, très productifs en termes de progression. Enfin, nous prenons des décisions fortes pour protéger les espèces en danger. Je pense au moratoire sur le requin à peau bleue en Méditerranée, je pense au plan de sortie de flotte sur l'anguille en Méditerranée, je pense au placement sous protection d'espèces d'invertébrés, de végétaux et de poissons. Ainsi, la France prend pleinement sa place de leader de la protection des océans pour créer une dynamique à l'UNOC, et grâce à ces annonces ambitieuses, les autres pays vont prendre des engagements qui devraient permettre d'augmenter de plus de 30% la surface des mers protégées dans le monde. Alors je vais m'arrêter ici 2 minutes. Il faut avoir en tête que nous avons déployé une diplomatie au niveau de mes services très intense pour ne pas être les seuls à faire des propositions. Évidemment, un sommet, c'est l'occasion de prendre des engagements, c'est l'occasion de pousser les politiques à s'exposer pour progresser sur les politiques. Et évidemment, nous avons pris nos responsabilités, nous, la France, comme deuxième domaine maritime français, mais nous avons fait en sorte d'interpeller, de prendre la tâche systématique d'un certain nombre de pays, notamment au travers de la coalition de haute ambition pour la nature et les peuples, dont nous étions co-présidents avec le Costa Rica, pour aller rechercher des extensions, des renforcements d'aires marines protégées. Et vous avez pu l'entendre, beaucoup de pays ont saisi l'occasion de l'UNOC pour faire de nouvelles annonces allant dans ces deux directions, renforcement ou extension d'aires marines protégées. Ce qui
qui nous permet de dire que nous avons certainement franchi le seuil des 10% des eaux maritimes protégées, mais très probablement 12%. Nous sommes grosso modo dans une augmentation de la surface protégée de l'ordre de 30%. Ce qui là aussi crédibilise notre trajectoire négociée à la Convention de Montréal Kunming de 30% d'aires marines protégées. Nous allons d'ailleurs probablement prendre de l'avance par rapport aux aires terrestres. Et là aussi, c'est un vrai progrès collectif. Deuxièmement, nous avons mis le sujet de la pêche illégale au cœur de l'agenda international. Et je crois que c'est vraiment une des grandes avancées de ce sommet, c'est d'abord d'avoir pu convaincre le secrétaire général de l'ONU, qui en a parlé dans son discours d'introduction du sommet, d'ouverture, les autres pays, le grand public, que cette pêche illicite, non déclarée et non réglementée n'est pas un phénomène marginal, c'est un fléau, c'est une pêche qui tue, c'est une industrie parallèle, mondialisée, criminelle, souvent organisée avec la complicité d'États qui choisissent de fermer les yeux. Et nous avons convaincu que cette pêche, dite INN, qui représente 1 poisson sur 5 pêchés dans le monde, constitue un désastre écologique, humain, social et économique. Je l'ai dit, la pêche illégale tue. Elle tue notre environnement car elle surexploite les ressources naturelles et détruit les écosystèmes entiers. Elle tue les économies maritimes en privant les pêcheurs artisanaux de l'accès à la ressource halieutique et en concurrençant de manière déloyale la pêche légale et réglementée. Et évidemment, cette pêche illégale, on la retrouve de manière directe ou indirectement sur nos tables. Elle s'attaque aux droits humains en recourant au travail forcé et en refusant de débarquer les marins pêcheurs, ce qui relève de l'esclavage moderne. Face à cette menace, nous avons là aussi, nous la France, pris nos responsabilités. Nous venons de décider de renforcer nos moyens de contrôle, de faciliter la destruction des navires saisis sur place, en pleine mer, de moderniser nos outils de surveillance et surtout de développer les coopérations avec les pays les plus exposés. Lors de cette conférence, nous avons mis ce sujet au sommet de l'agenda international et je m'y étais engagée. C'est un axe fort du pacte européen sur les océans qui prévoit une tolérance zéro vis-à-vis de la pêche illicite et plaide pour des mesures concrètes pour empêcher ces poissons issus de filières de blanchiment mafieuses de rentrer sur notre marché unique. J'ai appelé massivement à la ratification des grands accords multilatéraux, l'accord sur les mesures du ressort de l'état du port et la FAO, qui permet de s'opposer au débarquement des produits braconnés, l'accord du Cap sur la sécurité dans la pêche, la convention 188 de l'Organisation internationale du travail sur les conditions de travail à bord des navires de pêche, et enfin l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche, qui vient organiser aujourd'hui un sommet des organisations régionales de gestion des pêches pour aller plus loin et renforcer la lutte contre la pêche illégale par ces instances multilatérales. Troisièmement, nous avons franchi des étapes essentielles en matière de lutte contre la pollution plastique des océans. J'ai consacré, vous avez pu le suivre, une grande partie de la journée d'hier à la pêche contre la pollution marine, en particulier à la pollution plastique. Je crois que la France a pleinement rempli son rôle de leader de la lutte contre la pollution plastique. En Méditerranée d'abord, j'ai pris l'initiative d'une déclaration ministérielle qui a été adoptée par l'ensemble des pays méditerranéens dans le cadre de la Convention de Barcelone. Elle porte sur les enjeux environnementaux qui sont partagés au niveau du bassin méditerranéen, dans une région qui est évidemment très vulnérable au changement climatique, à la perte de biodiversité, aux pollutions marines, et où 95% des déchets que vous trouvez dans la mer, plus de 95% sont d'origine plastique. Nous nous sommes aussi projetés vers les négociations sur le traité mondial sur le plastique qui sont prévues en août à Genève et où je représenterai la France. J'ai organisé une séance d'échange ministériel pour lancer un appel que nous appelons maintenant l'appel de Nice pour un traité ambitieux sur le plastique, soutenu à ce jour par 96 pays, puisque un pays a rejoint les 95 pays que j'ai annoncés hier, et désolé pour le plus un était un petit peu retardataire, hors délai. Et ils réaffirment ensemble, nous réaffirmons ensemble la nécessité de mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040. Cette déclaration commune, elle s'articule autour de 5 points que je vais porter
lors de la négociation à Busan avec ces 95 autres pays qui correspondent à ce que la science nous dit et à ce que nos citoyens réclament. D'abord, appeler à l'adoption d'un objectif mondial de réduction de la production et de la consommation de polymères plastiques primaires. Pourquoi? Parce que dire que traiter la pollution plastique, c'est juste s'occuper du recyclage, c'est mentir aux citoyens et à la science. Et si on ne veut pas être débordé d'ici 20 ans par les déchets plastiques, il faut s'attaquer à la production. Deuxièmement, pour mettre en place une obligation juridiquement contraignante pour éliminer progressivement les produits plastiques les plus problématiques et les substances chimiques préoccupantes, en soutenant l'élaboration d'une liste mondiale de ces produits et substances. Troisièmement, en améliorant par une obligation contraignante la conception des produits plastiques et en s'assurant d'un impact environnemental minimal qui protège la santé humaine. Ça s'appelle l'éco-conception, c'est une mesure de bon sens, c'est une mesure qu'il nous faut porter. Quatrièmement, en nous dotant d'un mécanisme financier à la hauteur de l'ambition du traité, en soutenant sa mise en œuvre efficace. Et cinquièmement, en s'engageant pour avoir un traité qui soit efficace dans sa mise en œuvre, c'est-à-dire qui est capable d'évoluer dans le temps, plutôt sous la forme de cycles de négociations successifs que sous la forme d'un texte qui serait gravé dans le marbre et qui, évidemment, serait bloquant pour des négociations futures. Et vu le temps qu'on a mis pour toujours pas aboutir sur cette négociation plastique, il serait dangereux que de figer le texte aujourd'hui. Et c'est même probablement une façon de sécuriser des États qui seraient aujourd'hui réticents à s'engager dans cette négociation, en leur montrant qu'on est capable de s'adapter par des rounds de négociations successives qui s'adaptent à la science, qui s'adaptent aussi à l'innovation et qui tiennent compte des enjeux d'adaptation, de pouvoir d'achat des populations. Ces engagements collectifs renforcent la dynamique internationale en faveur d'un accord ambitieux pour mettre un terme à la pollution en plastique en cohérence avec l'objectif de développement durable numéro 14, ODD 14, sur la protection des océans, qui est un objectif qui figure dans les objectifs onusiens. Ensuite, quatrième dernier objectif qu'on s'était donné, que je m'étais donné, que nous étions donnés, nous Français, c'était agir pour décarboner le maritime. Et là, mon cap est clair. Atteindre la neutralité carbone, c'est un cap qui est aujourd'hui tenu par le secteur. C'est le premier secteur qui s'engage de manière très claire sur une neutralité carbone en 2050 et sur un accord qui a été tenu au niveau de l'Organisation mondiale internationale du transport maritime. Au niveau national, évidemment, cela exige des investissements majeurs et des signaux fiscaux cohérents. Et pour cela, j'ai travaillé dans le cadre du comité interministériel de la mer, présidé par le Premier ministre le 26 mai dernier, à plusieurs mesures fortes. L'affectation des recettes du marché carbone, du marché ETS, à la décarbonation du secteur maritime, une mesure attendue par le secteur maritime qui permettra dès l'année 2025 de diriger 90 millions d'euros vers la décarbonation du maritime, et c'est un montant qui est appelé mécaniquement à augmenter dans les années qui viennent. C'est un effort inédit. Je vais lancer la réforme de la taxe sur les navires de plaisance, le TMUP, pour construire une fiscalité plus lisible, plus écologique et plus équitable. Il s'agit effectivement de taxer moins les navires qui ont une empreinte environnementale réduite par rapport à des navires qui ont une empreinte environnementale plus forte en matière de décarbonation. Enfin, je porterai le renforcement du suramortissement vert via une bonification ciblée pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises qui bénéficiera notamment à la filière vélique, qui est une filière sur laquelle la France est un pays qui a une excellence en termes d'innovation et de technologie, et qui est une de ces filières où on conjugue si bien écologie et économie. Au niveau international, cet effort est également en cours de déploiement. L'Organisation maritime internationale, je l'ai dit, a adopté en 2023 une stratégie qui vise une réduction des émissions de 20% dès 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. En avril 2025, les États membres de cette même organisation se sont accordés sur des mesures universelles et contraignantes pour rendre opérationnels ces objectifs, comprenant un mécanisme de tarification du carbone qui pourrait générer jusqu'à 12 milliards d'euros de revenus annuels
c'est une première mondiale. Ces mesures seront définitivement votées en octobre 2025 et évidemment, j'ai pris le temps d'organiser un certain nombre de bilatérales pour m'assurer de la bonne direction du vote en octobre 2025. Et donc, vous le voyez, cette conférence des Nations Unies a porté ses fruits. Elle est au rendez-vous de l'histoire. La science est de retour, l'écologie est de retour, le multilatéralisme est de retour. C'est une très bonne nouvelle pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde. Le Torres de l'agence de presse EFE. Je vous pose une question sur la question de la pêche illégale que vous avez mentionnée. Est-ce qu'il y a une initiative au niveau international comme vous avez fait avec les plastiques? Sur la pêche illégale, ce que nous avons fait, ce que j'ai lancé, c'est la réunion de l'ensemble des organisations régionales de pêche qui, comme vous le savez, sont à des niveaux différents de mise en œuvre de mesures contre la pêche illégale pour les mobiliser, pour aller un grand plus loin. Donc, certaines organisations sont assez avancées. Je pense notamment, par exemple, à la commission tonnière de l'océan Indien, qui prévoit des mécanismes qui nous permettent, nous, France, d'intervenir avec notre bateau, l'Osiris 2, non seulement dans nos eaux territoriales, mais au-delà, dans les eaux territoriales d'autres pays qui font partie de cette organisation et dans le cadre d'une coopération. De même, nous avons des partenariats sur les inspections et sur la formation qui nous permet de ne pas seulement avoir des inspecteurs français, mais aussi d'autres nationalités que nous formons pour pouvoir assurer un meilleur contrôle de cette zone qui est immense, mais sur lequel il y a une vraie discipline de contrôle, c'est-à-dire que les pêcheurs légaux nous signalent des bateaux en situation anormale et tous les moyens sont mobilisés, qu'il s'agisse des moyens de la Marine nationale, d'informations satellitaires, d'informations d'autres bateaux qui ne sont pas des bateaux de pêche pour viser juste et organiser les contrôles au bon ordre. Et c'est ce type de mesures que nous voulons approfondir, et notamment aussi en élargissant avec d'autres méthodologies, je pense notamment à l'utilisation de drones, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Aline Pilon de la Fondation ERIX, l'ambassadeur digital des Nations Unies. Le 4 juin dernier, nous avons le plaisir d'être la première institution et le premier projet labellisé bas carbone pour la protection des herbiers de Posidonie, permettant de protéger 6500 hectares d'herbiers, soit 10% à peu près de la surface française. Aujourd'hui, ça a été officialisé que le secrétariat général a acquis les premiers crédits carbone dans son objectif de contribution pour le plan de durabilité de la conférence de New York elle-même. Ma question est la suivante, madame. Comment on fait pour valoriser cette initiative avec vous? C'est une initiative c'est un succès pour votre ministère parce que cette méthodologie existe depuis 2018. On est la première institution, le premier projet à avoir craqué le code, on peut dire. Et deuxièmement, la France de facto est le premier pays à émettre une labellisation pour la protection de ces herbiers si nécessaires à la Méditerranée. Donc, comment fait-on pour travailler avec vous? Comment fait-on pour valoriser ensemble cette initiative et avec les Nations Unies? Alors, une réponse très courte. Prenez rendez-vous avec votre cabinet. Une réponse, non, mais vous avez tout à fait raison. Alors, les herbiers de Posidonie, c'est, pour poser le sujet, l'équivalent de 2 à 7 fois en termes de capture carbone une forêt. Donc imaginez un hectare d'herbier de Posidonie et empiler 2 à 7 forêts, 2 forêts tropicales, 2-3 forêts tropicales et jusqu'à 7 forêts tempérées. C'est vous dire le caractère massif de la capacité de séquestration carbone de ces herbiers de Posidonie. Ce sont aussi des frayères pour la vie marine, ce sont aussi ils interviennent dans les mécanismes oxygène, etc. Donc ce sont des ressources naturelles extraordinaires gratuites. À un moment où on a besoin des problèmes budgétaires, c'est quand même formidable. Donc
Effectivement, vous avez raison de le souligner. Moi, j'ai relancé le label carbone à mon arrivée. Il concerne l'agriculture, il concerne la forêt. Et grâce à votre action, il concerne aussi désormais la biodiversité, en tout cas le monde marin. Avec des méthodologies qui sont extrêmement rigoureuses. Et nous avons, avec les négociations qui ont été portées au niveau de la COP29 à Bakou, pour la première fois, la reconnaissance, ou en tout cas la volonté de reconnaître les crédits carbone au plan international, avec une validation des États, qu'on appelle le fameux article 6. Cet article 6, c'est une incitation à accélérer ce levier, parce que si on veut réellement atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il va falloir jouer sur le levier de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais il va falloir prendre très sérieusement en compte le levier du puits de carbone. En le protégeant, puisque dans beaucoup de pays, il est en train de s'effondrer, voire en l'augmentant, et en trouvant des mécanismes qui permettent de financer des projets de manière accélérée. C'est tout l'enjeu des crédits carbone. Merci de le mettre en valeur. C'est le type de projet où on sait que d'ici la COP 30 à Belém, il y a la volonté que l'océan fasse aussi partie de l'agenda de Belém, et pas seulement la forêt. On connaît l'attachement du Brésil à la forêt, mais aussi l'océan, en profitant de cet élan qui aura été donné par Nice, avec la rigueur essentielle qui doit être faite sur les méthodologies de comptage. Il ne faut pas que ça devienne, comme malheureusement le marché carbone l'a été à un moment, le marché du carbone volontaire, un marché qui soit livré à des méthodologies peu rigoureuses et fragiles. Et c'est pour ça que votre projet est particulièrement important, qui nous valorisera au niveau français pour l'étendre, et au niveau européen, puisque nous partageons un projet commun avec la Grèce, Chypre, la Turquie, pour désherber de Posidonie dans le cadre du programme LIFE européen, et au niveau international comme cas d'école de ce que l'on peut porter dans le cadre des crédits de carbone à haute intégrité. Sur un sujet d'actualité, l'exploitation minière des fonds marins, on s'attendait à avoir un élargissement de la coalition pour un moratoire. On n'a rien vu. Est-ce que c'est une déception de votre part? On est bien passé de 32 à 37 pays qui sont dans la coalition pour l'élargissement du moratoire, donc nous avons obtenu cet élargissement. Des fonds marins, vous avez une vision qui repose sur ce que nous dit la science, parce qu'on dit la science ne sait pas, non. Ce que nous dit la science, c'est que nous ne savons pas tout. Et je pense qu'on pourra vous remettre le rapport qui a été rendu par l'ancien président du Musée national d'histoire naturelle, et qui fait une revue en gros de ce que l'on sait au plan international sur la question de l'exploitation des fonds marins. Mais la science nous dit on ne sait pas tout, mais le peu qu'on sait est suffisamment effrayant pour être une très forte incitation à ne pas ouvrir cette exploitation des fonds marins. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est tous les pays qui ont rejoint le moratoire, 37 pays. Et par ailleurs, vous avez un certain nombre de pays qui, de toute façon, considèrent qu'on ne peut pas lancer une exploitation des fonds marins sans fixer des règles de régulation extrêmement fortes. Et ça constitue une grosse partie aussi des pays. Donc, des pays qui ne sont pas forcément sur la position du moratoire sont également opposés à l'idée que l'on donne une licence hors de tout cadre international. C'est d'ailleurs la position de la Chine qui dit qu'une licence ne peut être donnée que dans un cadre multilatéral renforcé.